Traumatisme. Dissociation. Dissociation. L'association francophone du trauma et de la dissociation présente Dissociation au pluriel. Un podcast produit par l'AFTD qui vous fait découvrir le traumatisme et la dissociation sous de multiples facettes. Qu'est-ce qu'un traumatisme ? Qui est traumatisé ? Comment peut-on aider ceux qui le sont ? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière le terme de dissociation au pluriel ? Aujourd'hui, nous écoutons le professeur Cyril Tarquinio, psychologue clinicien et psychothérapeute, professeur à l'Université de Lorraine et directeur du centre Pierre Janet à Metz, la première structure universitaire française permettant la rencontre entre les chercheurs, les professionnels de la psychothérapie, les étudiants et les patients. Il est aussi l'éditeur de la Revue européenne du trauma et de la dissociation, membre fondateur de l'AFTD et dirige actuellement une recherche en santé publique, Capone Cancer, adversité durant l'enfance, adaptation et cancer du sein. Cet épisode rapporte la quasi-intégralité de la conférence du 2 juillet 2022 pour l'AFTD, ayant pour titre « Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel » ou comment les ACE, Adverse Childhood Experience, abîment la croissance de notre cerveau et modifient jusqu'à l'expression de nos gènes. Une plongée passionnante au plus profond du corps humain et aux sources de nos fragilités. Je vous souhaite une très bonne écoute. À vous, professeur. Commençons par le début et allons sur ce témoin de l'enfance et d'avant même qui est le cerveau. Globalement, on peut dire que lorsqu'on est confronté à des événements difficiles, lorsqu'on est confronté à des événements traumatiques, sur le plan cérébral, on s'accorde à dire que globalement, on a une perte d'activation du cerveau préfrontal. On verra tout à l'heure dans le détail un petit peu ce que ça implique. Et rappelez-vous que mon propos, c'est de travailler sur l'adversité, la maltraitance, etc. Et on a au fond une domination au niveau du système limbique, notamment de l'amygdale. C'est cette métaphore, d'une certaine manière, de la voiture avec un accélérateur et un frein. Globalement, la vie qui va bien et la vie qui est équilibrée, c'est une voiture où le frein permet de réguler les coups d'accélérateur et donc d'avoir une vitesse régulable et qui nous permet de prendre les virages de la vie, je veux dire, en toute sécurité, et de freiner lorsque l'on est face à un danger. Et si cette voiture est déséquipé, je dirais, et que le frein n'est plus là. Ici, si le cerveau préfrontal n'est plus actif, il reste sous la domination de cette structure, notamment l'amygdale, et je ne rentrerai pas dans les détails, qui est faite de peur, qui vient de l'histoire du développement de notre cerveau et qui, effectivement, gère les émotions et nous amène, notamment, effectivement, lorsqu'on est confronté à des événements difficiles, à considérer que tout cela, même dans un présent, alors que l'histoire est révolue, dans ce présent-là, c'est surtout cette structure de peur, effectivement, qui reste fonctionnelle et qui nous amène à ne pas être serein, à être sous l'emprise d'angoisse, de peur, que l'on pourrait considérer comme irrationnelles, mais qui, dans les faits, sont consécutives à ce dysfonctionnement neurologique. C'est une voiture, effectivement, qui n'est contrôlée que par la pédale d'accélérateur qui génère des émotions négatives et qui nous fait perdre la route, quitter la route, perdre pied. Je crois que la métaphore est assez juste, mais ça ne reste qu'une métaphore, donc essayons d'aller un petit peu plus loin. Les spécialistes de l'enfance savent bien qu'en dessous de 5 ans, le cerveau archaïque et surtout le cerveau émotionnel domine. C'est-à-dire que c'est notamment cette partie du système limbique qui domine.
Or, il est une structure, et là on rentre un peu dans un niveau de détail plus fin, du système préfrontal qui s'appelle le cortex orbitofrontal et qui contribue à la régulation des comportements, à la régulation des émotions, à la capacité d'affection, d'empathie. Ça permet de réguler les émotions. D'une certaine manière, on le sait aussi, cette partie du cerveau dont la fonction est de réguler les émotions contrôlées par le système limbique, eh bien, n'est pas mature jusqu'à 5 ans environ, et c'est ce qui explique que l'enfant, durant cette période-là, contrôle difficilement ses colères, qu'il est le théâtre de véritables angoisses, de chagrin, et on a beau dire « laisse-le tranquille, il fait une colère », le pauvre, il a tout simplement pas l'équipement dans sa voiture pour réguler effectivement cette charge émotionnelle et ces stimulations émotionnelles qui sont le fait d'un cerveau en quête de développement. C'est évidemment très important parce qu'on se rend compte que si vous avez des adultes qui viennent l'apaiser, qui viennent apaiser cet enfant qui n'a pas la structure cérébrale pour réguler ses émotions, alors lorsqu'on est face à des parents qui vont contenir l'enfant, qui vont l'apaiser, le réguler, eh bien ça va contribuer justement à la régulation de cette partie du cerveau, au développement de cette partie du cerveau. En d'autres termes, les adultes qui sont dotés de cette capacité à réguler eux aussi leurs émotions face à un enfant qui est dans la colère, dans l'angoisse, dans le cri, eh bien mettent à la disposition de l'enfant leur cortex préfrontal pour permettre à l'enfant, au fur et à mesure, de développer cette partie et de rajouter à l'automobile la régulation par le frein. En d'autres termes, je mets ma pédale de frein en tant qu'adulte, parce que j'en suis doté, à la disposition de mon enfant pour qu'il puisse effectivement, à terme, lui aussi développer cela. Et c'est ce qui se passe. Il montre effectivement cette régulation est très importante et qu'elle est très fonctionnelle. Alors qu'à l'inverse, si je suis un parent, et j'ai eu 3 enfants, sans doute vous aussi, peut-être pas 3, mais vous avez eu des enfants, et parfois, il faut bien dire que dans certaines situations, ils nous énervent, on a envie de les coller au mur. Mais c'est parce qu'on est globalement bien équipé cérébralement qu'on ne le fait pas. Voyez ? Et donc, quand on n'est pas équipé, mais alors, c'est justement cette dimension première qui prend le pas et qui va nous conduire à menacer l'enfant, crier après l'enfant, s'énerver après l'enfant, punir après l'enfant. En d'autres termes, l'enfant n'est pas équipé, l'adulte qui réagit comme ça n'est pas équipé cérébralement. Il n'est pas dans la capacité de réguler ses propres émotions. Eh bien, il contribue au non-développement de ces connexions cérébrales nécessaires à la construction d'une automobile qui pourra rester sur la route toute sa vie et qui ne sera pas débordée par des charges émotionnelles qui risquent de lui faire quitter la route. C'est important parce que c'est quand même une période, notamment les premières années, où l'attitude des parents, et on l'a vu comment cet environnement violent allait jouer un rôle sur le développement de certaines connexions cérébrales. Vous allez voir, je vais donner quelques travaux extrêmement intéressants tout à l'heure. On sait que c'est une période extrêmement importante où les voies sensorielles, les voies langagières au niveau cérébral se développent et où on peut se demander quels vont être les impacts du développement de ces aires cérébrales qui organisent le fonctionnement de l'enfant, vont construire le substrat neuronal à partir duquel les pensées, les émotions, les cognitions vont s'organiser. Je veux dire, ça tombe pas du ciel, les pensées. Ça ne tombe pas du ciel, les émotions. Hein, on n'est quand même pas un psychologue du début du 19e, je veux dire, qui fait une espèce de psychanalyse hors sol.
Aujourd'hui, on sait bien qu'on ne peut penser le rapport au fonctionnement et aux cognitions et aux émotions qu'à la condition de comprendre que tout ça s'organise dans quelque chose qui s'appelle notre cerveau et qui, si notre cerveau est dysfonctionnel, ça va altérer les fonctionnements. Si la mémoire de votre ordinateur ne marche pas, vous pouvez toujours essayer de le faire traiter de l'information, ça va dysfonctionner. Et alors, on peut se dire, mais quel va être l'impact du développement de ces cellules, de ces neurones, si, d'aventure, ce cerveau baigne dans une soupe d'hormones de stress, soyons techniques, dans un environnement de glucocorticoïdes qui, effectivement, sont incontournables dès lors qu'on place l'enfant dans un environnement insécure, de violence, de négligence, etc., etc. On montre aujourd'hui, de façon assez claire, que la plasticité cérébrale est altérée. C'est-à-dire que, au fond, l'environnement en particulier de maltraitance, d'insécurité, de sentiment d'impuissance, etc., va conduire le cerveau à être dans une incapacité à s'ajuster. C'est ça la plasticité. La plasticité, c'est de l'adaptation. Mais c'est de l'adaptation cérébrale, c'est-à-dire c'est la capacité, au fond, des cellules du cerveau à reconfigurer de nouveaux réseaux. Bien. Cette plasticité synaptique va donc optimiser la communication entre les neurones et ces conscientisations, ces évolutions qui sont le fait de la psychothérapie. Mais on identifie de façon de plus en plus claire, mais que, au fond, c'est cette transformation des représentations qui sont celles de la psychothérapie. La psychothérapie est foncièrement un processus de transformation de notre représentation du monde et de notre représentation de nous-mêmes. C'est que ça. J'avais une patiente il n'y a pas longtemps qui avait été abusée par son grand-père. Et quand on revient sur la scène, cette pauvre dame est tétanisée alors qu'elle est avec moi et qu'elle a 50 ans et que son grand-père est mort. Et qu'après la thérapie, vous le savez, notamment quand on travaille en thérapie EMDR, vous avez cette patiente qui dit « Mais quel gros con !» parlant de son grand-père, hein, en disant « Mais comment est-ce qu'on peut faire ça à une petite fille ?» La scène est toujours la même. La perception de la scène passée a changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau ? C'est-à-dire qu'il y a bien eu une transformation de cette représentation dont on identifie assez clairement que les substrats sont cérébraux. Voyez ? Et ça, aujourd'hui, on le montre de façon assez claire. Or, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est confronté à de la maltraitance. Lorsqu'on est confronté à de la maltraitance, je disais, on a moins de plasticité neuronale. Mais on arrive à sortir de la métaphore et identifier ce qui se passe. On observe la création de ce que l'on appelle des filets périneuronaux. C'est très simple, c'est très compliqué, hein, parce que les filets périneuronaux, ce sont des complexes de protéines. Ce sont comme des filets de pêche qui entourent le neurone et qui empêche à ce moment-là les connexions entre les neurones. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de coque extérieure. C'est-à-dire qu'au fond, les neurones, c'est comme si les neurones répondaient à l'attaque physiologique qui essaie de la physiologie du stress engendrée par cette maltraitance. Et les neurones y répondent en organisant quelque chose autour de leur soma, ce qu'on appelle le corps du neurone, et qui va enclencher, ça va encercler le neurone et ça va limiter leur plasticité, c'est-à-dire ça va empêcher, au fond, les cellules neuronales de rentrer en connexion les unes avec les autres, parce que il y a une barrière qui bloque la connexion avec les neurones, et ça va figer les réseaux neuronaux. Or, rappelez-vous, dans une situation normale, c'est l'enfance, la période où
le développement cérébral doit être optimal. Là, c'est comme figé. Et c'est comme si même on commence à se demander si peut-être que ce processus de blocage ne contribuait pas à bloquer certaines images cognitives, pensées cognitives. Et en tout cas, on sait que c'est un élément qui prédispose à la survenue de troubles anxieux et de troubles dépressifs. Et donc, on voit bien que cette maltraitance, ce vécu d'adversité sur lequel je vais m'attarder tout à l'heure, eh bien, les gens disent, nos patients, nous sommes entre convaincus, bien sûr, hein, le sens commun dit c'est dans la tête, mais au sens péjoratif, c'est dans la tête. Mais oui, c'est dans la tête. Malheureusement, c'est dans la tête. Et ça va jusqu'à toucher dans la tête. Et on verra en fin de présentation que ça va même un peu plus loin puisque ça va jusqu'à toucher nos neurones. Mais, et là, il y a énormément de travaux. On montre que c'est pas tout. Hein. On montre que on observe chez les enfants une perte de l'épaisseur de la matière grise et de la matière blanche. C'est-à-dire qu'il y a une perte de neurones. Là, il y a un travail qui a été réalisé par des Roumains à l'époque sur des enfants qui avaient connu la Roumanie, je dirais, un petit peu déshumanisée, en tout cas en ce qui concernait la prise en charge des enfants, qui avaient été abandonnés et qui avaient vécu soit en institution, soit qui avaient été suivis en famille d'accueil, mais des familles d'accueil qui n'étaient pas fonctionnelles. On voit que les enfants qui étaient placés en institution, où il y avait peu de contacts, peu de relations chaleureuses, où les enfants étaient livrés à eux-mêmes, eh bien, on voit bien qu'il y a eu une perte de matière grise et une perte de matière blanche. Et on le retrouve aussi dans les familles qui étaient des pseudo-familles d'accueil, par opposition, effectivement, aux populations qui étaient préservées. Et on va boucler. Quelle est la partie qui est en l'occurrence impactée ici? C'est ce cerveau préfrontal. C'est-à-dire, rappelez-vous dans ma petite voiture, c'est ce frein-là qui permet de réguler les émotions, qui permet de contrôler les émotions. La peur, l'angoisse, la colère, voyez. Et ça prépare à quel type d'adulte, quoi. Hein. Alors, continuons un petit peu et rentrons, si vous le voulez bien, dans un champ dont tout le monde parle, plus ou moins, mais qui est encore malheureusement assez mal connu et dans lequel on s'est engagé depuis maintenant plus de 6 ans, qui est le champ de l'adversité. Voilà une définition de l'adversité, les événements vécus durant l'enfance, de sévérité variable, la plupart du temps chronique, survenant dans l'environnement familial et ou social d'un enfant ou d'un adolescent. Généralement, on considère l'adversité, alors jusqu'à mercredi, je vous aurais dit de 0 à 18 ans, et puis il se trouve qu'on travaille avec une unité de neurosciences à Strasbourg qui, eux, travaillent sur un événement d'adversité qui est la prématurité. Et on est en train de travailler avec eux, et en fait, on est en train de réintroduire la dimension de la prématurité dans nos travaux, et sachant que ça correspond sur l'axe douleur chronique, puisque c'est une unité spécialisée en neurosciences qui travaille sur la douleur chronique et avec lequel on est en train de développer des travaux passionnants. Et donc, globalement, dans la littérature, c'est de la naissance à 18 ans. Alors, on met un cutoff à 18 ans, mais bon, ça peut se discuter. Qui génère, ça c'est très important, de la détresse et ou du psychotraumatisme. Donc, on a le continuum, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est pas forcément, on n'est pas seulement dans la dimension psychotraumatique. On est, au fond, tout ce qui va générer des états émotionnels qui vont être plus ou moins perturbants, qui vont activer, vous voyez, c'est encore ma voiture, qui vont activer de la charge émotionnelle. Et quand on parle de charge émotionnelle, inévitablement, ça fait référence à quoi? À la physiologie du stress, tout simplement. Et donc, tout cela va perturber la santé et le développement physique ou psychologique de l'enfant, avec des répercussions donc sur toute la vie. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est donc que l'adversité? On parle d'Adversive Events ou d'ACE, j'utiliserai cet acronyme-là aujourd'hui, si vous le voulez bien. C'est très important, hein, parce que on a tendance, évidemment, et on le fait aussi, à focaliser sur les violences sexuelles au sein des familles, dont on sait, la littérature atteste que ce sont celles qui ont les conséquences les plus dommageables, avec en plus des traumas du lien, etc., etc. Mais
c'est pas seulement cela, hein. Ce sont les violences, ce sont les négligences, c'est le non-traitement aussi, c'est-à-dire la non-considération des enfants, hein. C'est par exemple les impacts d'un décès d'un parent. Comment est-ce qu'un enfant, on en parle peu, comment est-ce qu'un enfant vit son rapport au monde lorsqu'il est confronté à un parent qui est malade, qui a un cancer, qui a une maladie physique. Mais on n'est plus un enfant. C'est-à-dire qu'au fond, on commence à intérioriser quelque chose d'une réalité, d'une complexité de ce qu'est la vie adulte, mais qui nous font cesser d'être des enfants, qui nous font prendre la mesure de ce que c'est la vie, de ce que sont les problèmes de vie. Vous voyez, il y a quelque chose là où, avec l'équipement qui est affectif, qui est celui de ces enfants-là, eh bien, on leur impose, ou la vie leur impose quelque chose qui va stopper net, hein, au fond, leur insouciance. Hein. Et c'est vrai aussi avec ces parents malades, qui sont dépressifs, qui sont addicts, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de ne pas en rajouter, on essaie de ne pas rajouter des problèmes aux problèmes, on tait ses propres difficultés, on porte les difficultés de nos parents. J'ai en tête ce patient qui me racontait qu'enfant, il était assis sur son lit et à la manière dont son père alcoolique montait les marches de l'escalier, il savait comment ça allait se passer à la maison. Il savait que ça allait déraper avec maman. Donc, et il était témoin de ça, il était terrorisé et toute son enfance, il était terrorisé par cela. Vous voyez. Donc, ce sont les violences dans les fratries dont on ne parle pas assez. Ce sont le fait d'être témoin des violences conjugales. Ce sont aussi les séparations des parents, qui sont aussi des éléments qui viennent impacter globalement les enfants et qui sont loin d'être sans conséquence. Ce sont aussi, dans l'environnement social cette fois, les victimations par les pairs, le harcèlement verbal, sexuel, le cyberharcèlement, le rejet par les pairs, et puis évidemment dans certains endroits du monde ou dans certains quartiers de nos grandes villes, les violences communautaires, les violences avec armes, etc., etc. Donc, au fond, les événements adverses recouvrent globalement tout ce spectre-là. Et on a d'ailleurs des outils, on a traduit et validé une échelle qui était l'échelle recommandée par l'OMS, qui est l'ACEIQ, qui permet de quantifier ces typologies d'événements et qui mériteraient d'être un des indicateurs à prendre en compte dans notre compréhension de la psychopathologie des adultes, mais aussi des problèmes des adultes en termes de santé physique. Voilà la première publication un peu sérieuse de Felitti. Felitti est un personnage extraordinaire, Vincent Felitti. C'est pas un psy, c'est ça qui est passionnant en fait. C'est pas un psy, c'était un médecin qui avait en charge un service qui s'intéressait aux troubles du comportement alimentaire. Voilà. Et il avait chez lui des obèses, des anorexiques, et il fait un constat en bon médecin, quoi. Il se dit, mais je me rends compte que tous ces enfants-là, ils ont été confrontés à ce qu'il appelle, et qu'il commence à appeler alors, de l'adversité. Quasiment tous. Et cette histoire, elle va être une histoire d'adversité, et que si on s'intéresse un peu à l'état de la littérature, ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs, c'est une relation dose-effet. On ne trouve pas ça ailleurs. Il n'y a pas de champ dans la littérature, ou même en psycho, et encore moins en santé publique, où on trouve une relation dose-effet. En d'autres termes, plus je suis confronté à de l'adversité durant l'enfance et l'adolescence, plus les problèmes de santé vont être importants. Et on voit que plus on est confronté à de l'adversité, 4 et plus les comportements tabagiques augmentent, plus l'obésité augmente, plus le taux de suicide augmente et plus les taux de période dépressive augmentent. Et on retrouve cette courbe en I pour tout. Allons sur la pyramide de Felitti. La pyramide de Felitti est vraiment très intéressante.
elle n'a aucune vertu heuristique en tant que telle, elle permet de décrire les choses. Et il montre que l'adversité durant l'enfance, eh bien, elle conduit, mais je l'ai montré cérébralement, hein, mais on le voit sur d'autres paramètres, elle conduit à un développement interrompu. C'est-à-dire ça vient bloquer le développement des enfants. On l'a vu sur le développement cérébral. Ça vient atteindre, mais c'est incroyable, elle vient atteindre les capacités intellectuelles des enfants. Juste une méta-analyse très simple que j'ai résumée. Et qu'est-ce qu'on montre? On montre que les enfants qui ont été, c'est à double peine, c'est-à-dire qu'ils ont été victimes d'agressions, d'adversité durant l'enfance, restons là-dessus, le développement cognitif est perturbé, les performances de mémoire sont altérées, les scores de QI sont plus bas, le niveau de compréhension verbale est plus faible, la réussite scolaire, elle est significativement plus faible et en lien avec le nombre d'adversités et le temps de traitement de l'information est altéré. Alors, le temps de traitement de l'information, 50 millisecondes, c'est du subliminal. Eh bien, on arrive à avoir des temps de traitement qui vont de 100 à 200 millisecondes en plus. C'est énorme. D'accord ? C'est énorme. Alors, on se dit, mais pourquoi ? C'est-à-dire que non seulement ces pauvres enfants, on les maltraite, mais en plus, ils deviennent idiots parce qu'ils sont moins performants. Vous voyez ? Mais vous savez, au fond, notre cerveau, il n'est pas là pour faire des mathématiques. La machine qu'on a dans la tête, elle est là depuis la nuit des temps pour nous adapter au monde. C'est une machine qui, depuis la nuit des temps, et a fait que nous sommes un être humain, je veux dire, a été orientée vers la survie. C'est ça notre cerveau. Après, je veux dire, l'intelligence humaine a été d'en faire quelque chose d'autre. Mais foncièrement, elle a toujours été là, le cerveau a toujours été là pour sauver notre peau. Mais voilà, au fond, ces enfants, je veux dire, comment voulez-vous qu'ils fassent la plupart du temps les apprentissages nécessaires lorsque une partie de leur cerveau est orientée par il faut sauver sa peau, il faut s'adapter dans un environnement familial qui est violent, il faut s'adapter dans un environnement familial, social qui est violent, il faut se comporter d'une certaine manière avec maman, parce que maman, on peut pas lui dire ce qu'on veut, parce que maman, elle peut pas entendre qu'on est en souffrance, parce que maman, il faut même la protéger, parce que vis-à-vis de papa, il va bien falloir développer des stratégies pour qu'il évite de faire ceci ou cela. C'est-à-dire que vous avez toute une partie du cerveau qui est orientée vers l'adaptation. Mais quand cette partie du cerveau est occupée pour sauver sa peau, s'ajuster et pas perdre pied, mais il n'y a pas l'espace, la sécurité pour faire les apprentissages. On va montrer également que ça a un effet sur les conduites à risque. Ça va conduire à des maladies, à des handicaps sociaux et surtout, et ça c'est le troisième effet qui se coule, à une mort précoce. Et alors, permettez-moi de vous présenter cette élégante étude qui a été réalisée au Pays de Galles il y a quelques années sur 2000 adultes. Et on observe effectivement que voilà, les violences verbales, on retrouve massivement la séparation des parents, les addictions des parents. On observe que les gens qui ont vécu plus de 4 ACE ont 4 fois plus de problèmes de santé que les autres. 4 fois plus. 3 fois plus de problèmes cardiaques que les autres. 3 fois plus. 3 fois plus de problèmes respiratoires que les autres. 2 fois plus, ils consultent le médecin généraliste et ils sont 3 fois plus hospitalisés que les autres. Alors, regardons le cas particulier des maladies cardiovasculaires. Alors, ce sont nos résultats, ce sont nos travaux, puisque je vous disais tout à l'heure, j'ai 4 axes de recherche sur les maladies chroniques, sur les maladies cardiovasculaires, sur les douleurs chroniques, le cancer et les NICI, les maladies inflammatoires du système digestif. Et donc, on a montré effectivement que on a publié plusieurs papiers là-dessus qui montrent que le cumul d'adversités avait un risque particulièrement grand de faire apparaître à l'âge adulte des risques d'infarctus. Les liens les plus forts, effectivement, sont notamment avec la négligence émotionnelle et la négligence physique, et on retrouve des liens significatifs.
Alors la question c'est au fond quels sont les mécanismes qui sont en jeu, et en 2018 une grosse revue qui s'appelle Circulation, qui est vraiment une revue de haut niveau dans le champ des maladies cardiovasculaires, a publié le modèle suivant, ça ne vient pas des psychologues non plus, qui montre le fait qu'on ne peut pas envisager la compréhension des risques cardiovasculaires sans mettre en lien des facteurs déterminants qui sont la confrontation de l'adversité. Je vous rappelle un truc, c'est que ça ne vient pas des psychologues, ça vient des gens qui font de la recherche dans le champ des cardiopathies, d'accord, et qui montrent qu'effectivement, l'adversité va avoir des effets sur les mécanismes physiologiques, va avoir des effets sur l'abus de substances, et que tout ça va effectivement conduire à la survenue de risques cardiovasculaires. Alors, essayons de décomposer ce lien, on pourrait le faire dans d'autres environnements, mais vous allez voir, c'est plutôt clair. L'adversité, durant l'enfance, on le sait, va générer très tôt, y compris à l'adolescence, des troubles anxieux, de la dépression, du TSPT, d'autres pathologies encore, on ne va pas faire une liste exhaustive. Et on sait bien que ça va avoir des effets sur la physiologie du cerveau, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on sait aussi, on le fait tous, ce soir on le fera peut-être, on aura fait une bonne journée de travail, ou ce soir on va rentrer, on sera hyper stressé, qu'est-ce qu'on va faire? On va boire un verre, quoi. On le fait, mais quand c'est qu'une fois de temps en temps, ça va. Mais on sait tous que l'alcool est un merveilleux anxiolytique. On sait tous que les addictions sont de merveilleux anxiolytiques, en tout cas au début. Après, il y a des effets induits, que ce soit des drogues, l'alcool, les troubles du comportement alimentaire. Évidemment, ça vient apaiser quelque chose, mais évidemment, ça a des effets. Ça a des effets en termes de risque de maladie métabolique, ça a des effets en termes de risque d'hypertension artérielle, ça a des effets. Mais rappelez-vous, ça a des effets également, ces états anxieux et dépressifs, sur le cerveau, sur la physiologie du cerveau, sur l'activation du système sympathique parasympathique. Et rappelez-vous, en 2004, on est tous tombés de notre chaise. Vous allez me dire que j'arrête pas de tomber de ma chaise. Mais c'est vrai, 2004, il y a une publication majeure qui sort, c'est l'étude Interart, et l'étude Interart, qui a été publiée par Youssouf, avait fait une gigantesque étude internationale. Il y avait plus de 24 000 sujets dans 52 pays, et l'objectif des auteurs était de savoir quels étaient les facteurs de risque impliqués dans la survenue des maladies cardiovasculaires. Et on tombe de notre chaise. Pourquoi à ce moment-là? Parce que, en premier lieu, c'était le cholestérol. En deuxième lieu, la cigarette, mais juste derrière la cigarette, le stress. C'est-à-dire qu'en 2004, véritablement, on a mis à jour le fait que le stress était un facteur de risque quasiment aussi puissant dans la survenue des pathologies cardiovasculaires. Mais on sait aussi que le tabagisme et les addictions ont un effet sur la survenue des maladies cardiovasculaires. Mais on sait aussi, on a publié des travaux assez extraordinaires là-dessus, que la survenue d'un accident cardiaque a un effet en termes de l'événement en tant que tel de TSPT. C'est-à-dire que les gens, ils sont traumatisés par le fait d'avoir fait un arrêt cardiaque. C'est-à-dire que, vous voyez, on commence à boucler la boucle, les résultats des courses, ça a des impacts sur la santé et ça a des impacts sur la mortalité. Voyez. Donc, tout ça, vous voyez bien, c'est une conception et un modèle qui, effectivement, se tient bien et qui montre à quel point, bien sûr, nous sommes dans notre champ préoccupés par la question de l'adversité, surtout en lien avec la psychopatho de l'adolescent, du sujet plus âgé, de adulte, mais il est aussi important, je crois, y compris pour nous, d'introduire cette composante qui est que ces phénomènes-là ont des impacts sur la santé physique et que cette santé physique, en tant que telle, ces maladies qui surviennent, un cancer, mais un cancer, ça apporte son lot de psychopathologie avec sa spécificité. Un trouble cardiovasculaire, ça amène son lot de psychopathologie avec sa spécificité. Les douleurs chroniques, mais n'en parlons pas.
voyez, c'est sans doute le champ qui nous rapproche le plus des sciences médicales. Je veux dire, et là, effectivement, il y a tout un espace sur lequel on doit travailler. Voilà un terrain, je dirais, dans lequel il faut que nous soyons présents. Allons un peu plus loin. Et en allant effectivement fouiller un peu plus la génétique, et globalement, un gène produit une protéine. Une protéine donne un caractère, c'est ce qu'on appelle l'acétylation. Très simple, vous allez voir, on est tous des spécialistes de l'épigénétique et je vais vous le montrer tout à l'heure. Globalement, un gène s'exprime, il produit une molécule, cette molécule conduit à l'expression d'un caractère. À l'inverse, juste retenez ça, si le gène ne peut pas s'exprimer, alors on parle de méthylation, c'est-à-dire que le caractère ne peut pas s'exprimer. C'est très simple. Je vous disais tout à l'heure qu'on était tous des spécialistes de l'épigénétique, je vais vous le montrer. Moi, je cours beaucoup, et je cours beaucoup dans la nature, et il y a un mois de ça, il y avait plein de chenilles. Et puis maintenant, il y a plein de papillons. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre la chenille et le papillon, c'est le même patrimoine génétique. Il n'y a pas eu de mutation génétique, sauf que l'environnement fait plus de lumière, il fait plus chaud, a conduit à ce que la chenille rentre dans son cocon, et dans son cocon, l'environnement a permis un processus qui a conduit à ce que les gènes s'expriment. C'est-à-dire que l'environnement, la chaleur, la lumière a permis que cette chenille qui n'était pas très jolie, eh bien, certains gènes s'expriment et les papillons, les ailes sortent, les couleurs sortent, etc. L'environnement a donné le signal, a permis, au fond, à certains gènes de s'exprimer, tout simplement. Et vous avez compris que entre la chenille et le papillon, c'est le même ADN. Il n'y a pas de mutation génétique. C'est juste que certains gènes, si les éléments de contexte ne sont pas présents, peuvent ne pas s'exprimer. Si on a compris ça, on a tout compris. Donc, si on arrive à quantifier ce processus, eh bien, alors on a le jackpot et on arriverait peut-être à se rendre compte que certains environnements, cette fois, c'est plus le soleil, c'est plus la lumière, mais c'est des environnements familiaux délétères. Eh bien, peut-être que ces environnements-là, eh bien, vont empêcher l'expression de certains gènes. Donc, on pourrait quantifier ça en dosant ces méthyles. En d'autres termes, voilà, j'ai ma variable, c'est la quantité de méthyle. Et donc, qu'est-ce qu'on montre? D'abord, ces travaux sont nés il y a longtemps, après la Seconde Guerre mondiale, où on a suivi un groupe de personnes qui avaient été enceintes pendant une famine qui avait eu lieu dans le nord-ouest des Pays-Bas. Il y a eu beaucoup de morts. Et donc, on a comparé, on a suivi sur plusieurs générations 3 groupes qui étaient des femmes enceintes pendant la famine, des femmes qui ont eu des enfants après la famine et des femmes qui ont accouché avant la famine. Et donc, on les a suivis sur 3 générations. Et là, c'était le premier déclencheur parce qu'on s'est rendu compte que la deuxième génération, l'IMC était plus important, ceux qui avaient été dans le ventre de leur mère pendant cette période-là, donc qui avaient subi intra-utéro le stress de la mère. La taille à la naissance était plus petite et le risque de maladie cardiovasculaire était plus important. Et donc, ça a donné lieu à tout un ensemble de réflexions, sauf qu'on n'avait pas les outils pour faire du dosage épigénétique. Il a fallu attendre plusieurs années et aujourd'hui, on le peut. Et on a effectivement un certain nombre de gènes qu'on connaît bien, et qu'on a pu identifier. Simplement, c'est le gène NR3C1 et vous allez comprendre à quoi il sert. D'abord, je vais raconter une histoire. Quand j'étais étudiant, donc il y a bien longtemps, j'avais la chance de faire des études de biologie en même temps et on avait des souris avec des cellules cancéreuses que le laboratoire achetait. Heureusement, on ne fait plus ça parce que franchement, on était pauvres étudiants. Hein. Et puis, on prenait les 2 lots de souris, on les séparait. Et puis, on faisait des dosages des cellules cancéreuses. Et puis, ensuite, les souris, dans un groupe, on les mettait tranquilles, on les stressait pas. Ils étaient dans un endroit du laboratoire où il n'y avait pas de bruit, il y avait de la place. Et le deuxième lot de souris, on le stressait, il y avait du bruit, des décharges électriques, on les maltraitait. Et puis, on dosait les cellules cancéreuses ensuite.
Et on se rendait compte au bout de 6 semaines que les souris qui avaient été stressées avaient multiplié par 4 le nombre de cellules cancéreuses dans l'organisme. C'est pas que le stress provoque le cancer, mais le stress a un effet sur le système immunitaire qui devient moins efficient pour lutter contre les attaques pathogènes externes et internes. On garde ça en tête. On a besoin du stress, mais un stress chronique se retourne contre l'organisme. Si je suis stressé, enfant, et que je baigne dans des environnements chroniques qui activent une physiologie du stress, donc qui libèrent dans tout l'organisme, eh bien j'ai tout l'organisme qui baigne dans un bain de glucocorticoïdes. Sauf que l'organisme, il a un processus qui est là pour, c'est l'accélérateur, donc je libère du stress, c'est l'accélérateur, il y a un mécanisme qui est là pour freiner la production de glucocorticoïdes. Voilà. Eh bien, ce mécanisme, c'est ce gène notamment. Ce gène, le NR3C1, produit une protéine qui active un mécanisme qui vient contrebalancer la production d'hormones de stress. En d'autres termes, ce gène vient contrôler la libération d'hormones de stress. Donc, si ce gène dysfonctionne, il n'y a plus rien pour réguler la physiologie du stress dans l'organisme. Eh bien, c'est justement ce gène-là qui est méthylé. En d'autres termes, on montre que ce gène-là, lorsqu'on a vécu de l'adversité durant l'enfance, eh bien, il ne fonctionne plus. Ça veut dire que les enfants devenus adolescents et adultes, eh bien, sont confrontés, baignent dans un bain d'hormones de stress que plus rien ne peut réguler parce que le gène en question, les gènes en question ne fonctionnent plus. C'est-à-dire qu'adultes, on a une méthylation extrêmement importante qui est présente dans l'organisme qui empêche ce gène de jouer sa fonction de régulation des hormones qui sont la résultante du stress. Mais allons plus loin. Il y a un travail d'une Suisse, Giacobino. Je ne vais pas vous dire que j'ai tout compris parce que c'est très technique, mais j'ai compris ce qui était nécessaire de comprendre. Elle a montré que ce gène-là, eh bien, la méthylation de ce gène, eh bien, elle se transmettait sur 3 générations. En d'autres termes, si j'ai été victime d'inceste, eh bien, l'altération de ce gène-là est effective, mais je refile le gène altéré à mon enfant et qui le refile à son autre enfant. C'est-à-dire qu'on a les éléments scientifiques de ce que des gens bien plus intelligents que moi avaient élaboré autour du transgénérationnel ou de l'intergénérationnel. Sauf qu'il n'y avait pas d'ancrage scientifique à proprement parler. Eh bien là, on a des travaux extrêmement puissants qui montrent, que cette adversité, ces événements difficiles, eh bien, altèrent l'expression des gènes, l'expression de certains gènes, notamment ceux censés réguler la physiologie du stress. Et que l'héritage, eh ben, c'est ça. C'est qu'on refile le bébé. Et alors, Yehuda, qui est quelqu'un de passionnant, qui a beaucoup travaillé sur la déportation, a également montré ça, et elle a montré que ce gène était inactivé chez les descendants des survivants de l'Holocauste. On a également travaillé sur un autre gène sur lequel on travaille aussi, c'est le FKBP, qui a la même fonction. Donc on a aujourd'hui des preuves scientifiques que l'adversité laisse une cicatrice moléculaire. D'accord ? Et que cette cicatrice moléculaire, au fond, vient se rajouter à cette mécanique que j'ai décrite tout à l'heure, cette mécanique cérébrale, cette mécanique effectivement physiologique et une mécanique effectivement génétique. En fait, c'est tout l'organisme, d'accord, qui est impacté et qui est bouleversé dans ces histoires-là. Évidemment, vous pourriez me dire, oui, mais tout le monde, beaucoup de gens passent à travers. Évidemment, permettez-moi de ne pas avoir juste le temps d'aborder le fait que, ben voilà, il y a des résilients, il y a des gens qui trouvent des ressources dans leur environnement, il y a des gens qui vont trouver des ressources à l'extérieur de l'environnement, qui vont mobiliser des ressources adaptatives. Bien sûr, ce qui fait que beaucoup d'entre nous qui ont vécu de l'adaptation ici, nous n'en sommes pas là. Bien sûr, c'est bien ça l'intérêt et la complexité de la vie humaine.
Et pour terminer, j'aimerais juste vous parler et garder au fond un peu d'optimisme, parce que d'une certaine manière, rien n'est jamais définitivement fixé. Et ça nous intéresse de près. Je ne vais pas trop le développer, parce que c'est quoi la psychothérapie? Une transformation de l'environnement. Je veux dire, la psychothérapie, c'est une perception du monde nouvelle. C'est une reconstruction nouvelle de mon rapport au monde et de mon rapport à moi-même. Et alors, si ma théorie tient la route, cette transformation de l'environnement positif devrait inverser la donne et peut-être remettre en route ces gènes dont on sait qu'ils ont une force de régulation. Eh bien, c'est ce qu'on montre, et je ne vais pas m'attarder dessus. On montre à travers plusieurs travaux, notamment Yehuda, effectivement, avec des thérapies de l'exposition, eh bien que on peut rétablir les choses, on peut remettre en route ce processus d'acétylation, c'est-à-dire le fonctionnement de ces gènes, et que d'une certaine manière, on peut rééquilibrer et réparer les choses. Alors, est-ce que les maladies ne tombent pas du ciel? Non, elles ne tombent pas du ciel. Je pense qu'on a intérêt, les uns et les autres, en tant que professionnels, tout simplement en tant que personne, à mettre en perspective ce qui nous arrive du point de vue de notre santé, avec ce que fut notre vécu, et avoir une vision beaucoup plus large, au fond, de notre passé, pour comprendre quelque chose qui est de notre santé physique. La science laisse entrevoir que tout ça peut largement nous aider. Et actuellement, nous avons, je le disais, plusieurs travaux de recherche en cours, dont un qui s'appelle le projet Capone, qui est un projet qui traite des réactions, par exemple, des patientes avec un cancer du sein qui sont en phase de rémission. On sait que la phase de rémission est toujours une phase extrêmement compliquée sur le plan psycho-émotionnel. On se rend compte de ce qu'on a traversé, on a peur de ce qu'on risque de traverser, et on est en train de se rendre compte que ces états émotionnels liés à cette rémission-là et à cette difficulté à traverser la rémission, au fond, ne sont pas seulement liés à l'épreuve de la maladie, mais que ces états émotionnels-là rentrent en interaction et en dialectique avec une vulnérabilité, en particulier chez celles qui ont vécu de l'adversité durant l'enfance. Voilà. J'espère que ce que je vous ai raconté vous a intéressé. En tout cas, moi, ça me passionne. Merci. Merci, professeur Tarquinio. C'est un immense honneur de vous avoir parmi nous. Pour poursuivre le sujet, avec quelques lectures, nous vous recommandons, comme à notre habitude, 2 livres. Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel, de Cyril Tarquinio, avec préface de Boris Cyrulnik et paru chez Duno, et Manuel des troubles psychotraumatiques, de Cyril Tarquinio et Yann Oxemery chez Duno. Le podcast Dissociation, Au pluriel, est produit par l'AFTD et édité par Sophie Lecliec-Aubin pour contribuer à diffuser l'idée de dissociation liée au psychotrauma. Cet épisode a été réalisé par le professeur Cyril Tarquinio. Il a été enregistré par Vincent Dennery, monté par Sophie Lecliec-Aubin et mixé par Cédric Beau, ingénieur son et guitariste de talent. Ce podcast est en accès libre, à écouter et faire circuler sans modération. Si vous souhaitez soutenir la FTD, adhérez, parlez de nous, contactez-nous, rejoignez-nous. Le meilleur remède à la dissociation, c'est cette fameuse intégration. La prochaine fois, la psychiatre de renom, Dr Isabelle Roy, nous expliquera la dissociation péritraumatique. Merci de votre écoute et à très vite.